Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être présents à ce colloque. Ce colloque des vœux du président, c'est le colloque de janvier. Et pour une fois, on ne va pas traiter d'un thème technique, mais profiter de ce colloque qui est un peu particulier parce que justement, c'est le début de l'année et qu'il y a les vœux du président pour aborder un sujet, comme je l'ai dit, qui n'est pas technique, mais dont l'idée m'est venue suite à une réflexion et une information qui nous avait été donnée par Frédéric Massip, rédacteur en chef de la revue CVC, et qui indiquait qu'il y avait des difficultés à recruter dans nos métiers. Et puis, en discutant de ce projet, il nous est venu l'idée de dire aussi qu'il y avait une autre thématique qui pouvait être intéressante et qui rejoignait la première, d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, c'est celle de la féminisation de nos professions. Donc, nous avons fait appel à des personnes qualifiées pour en parler, des enseignants d'abord, des enseignants de la filière qu'on appelle Bac plus 2 ou Bac plus 3 maintenant, plus 2, plus 3, et puis de la filière ingénieur, et un témoignage aussi sur une initiative qui a été prise par les métiers et les industries gazières pour préparer la sorte de révolution qui va se produire avec la vente et la distribution de nouveaux gaz, mais aussi de chaleur et de services associés. Ça, c'est pour la première partie. Et pour la deuxième partie, féminisation de nos professions, nous avons fait appel à trois femmes chefs d'entreprise qui nous indiqueront, qui nous diront, à la fois qui nous parleront de leur propre parcours et qui nous diront comment se pose cette problématique d'améliorer, de renforcer, d'accroître la féminisation dans les professions, dans nos métiers. C'est tout ce que je voulais dire en première partie. Cette première partie, j'ai dit tout à l'heure que c'était la cérémonie des vœux, mais entre cette partie colloque et les vœux du président, interviendra la remise des prix Roger Cadiergue, et c'est Francis Allard qui gère cette partie et qui assurera donc la transition entre cette première partie en la synthétisant, en faisant un petit résumé, peut-être en retirant les grands enseignements qu'on peut retirer de cette première partie, et avant de remettre les différents prix Roger Cadiergue. C'est tout ce que je veux dire avant d'entrer dans le vif du sujet. Et Frédéric, je te laisse maintenant la parole. Oui, un petit propos introductif. Merci Christian. En effet, on s'était posé la question en janvier 2023, donc c'était il y a un an, où dans le numéro de CVC, et pour ceux qui lisent et qui sont des fidèles de cette revue, il y a une rubrique qui s'appelle le Climagora. Alors c'est un espace libre d'échange, de réflexion où chacun peut effectivement exprimer une vision, et j'avais fait donc le choix de traiter le sujet du recrutement et la difficulté dans nos métiers du bâtiment de pouvoir effectivement attirer à la fois des candidats, des jeunes, mais aussi des experts. Alors j'ai relevé quelques chiffres comme ça qui va poser un petit peu le débat. D'après, il y a un mixte de références, mais je vais en citer que quelques-unes, pas tout l'article. Je vous laisserai le redécouvrir peut-être. Selon la FFB, l'année dernière, donc 427 000 entreprises du bâtiment emploient près de 1 245 000 salariés. 7,9% sont des ingénieurs et assimilés cadres, 20% des étames, 71% des ouvriers. 265 000 postes étaient à pourvoir en 2023 sur le territoire. Et dans le second œuvre du bâtiment, les offres d'emploi entre 2020 et 2022 ont bondi de 54%. Nos entreprises aujourd'hui requièrent pas moins de 55 000 ingénieurs, ça c'était en 2022,
alors qu'on enregistre 43 000 nouveaux diplômés, dont seulement 28% de femmes. Donc ça pose un petit peu une partie du débat. On a un taux de chômage qui est jamais atteint, en fait, 3,2%. C'était des chiffres aussi de l'année dernière à réactualiser. Là aussi, on attend aussi des débats. Le regard du corps enseignant, j'avais noté un chiffre qui m'avait effectivement frappé, un recul de 7% des filières mathématiques, donc ce qui donne, on va dire, ou un manque d'intérêt ou un manque d'attractivité, avec et en même temps un marché du bâtiment qui vit ses propres transformations, ses propres mutations. Le marché de la rénovation, pour vous donner un exemple, requiert près de plus 20% d'appels à candidature, ou des besoins dans ce qu'on appelle des ETP, hein, des équivalents temps plein. Et dans le même temps, la partie construction neuve est en recul de 27%. Donc l'attractivité du bâtiment à cet enjeu, c'est qu'il est déjà dans sa propre mutation. Et dans cette propre mutation, on parle de rénovation versus le neuf. On a aussi des révolutions à la fois technologiques, des orientations très fléchées, notamment sur les pompes à chaleur. Selon l'AFPAC, c'est près de 20 000 emplois qui seront créés d'ici 10 ans. On pense aussi aux filières technologiques, mais aussi celles qu'on ne connaît pas. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a probablement des champs à explorer. Voilà un petit peu le contexte de ce colloque. Eh bien, de trouver à recruter, à fidéliser ces équipes. Eh bien, on a prévu donc 2 tables rondes. Christian, je te laisse peut-être introduire la première. Merci Frédéric. Alors j'appelle donc les participants à la première table ronde, Luc Pichon, qui est directeur du département MTEE, ça veut dire, si j'ai bien compris, métier de la transition et de l'efficacité énergétique, de l'Université de Poitiers. Monsieur Bernard Flamand, qui de l'INSA de Strasbourg et qui est chargé de la formation des ingénieurs de l'INSA de Strasbourg. Et enfin, monsieur Thierry Chapuis, qui lui représente pas l'enseignement, mais qui est de GRDF et qui nous parlera d'une initiative qui a été prise par le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde gazier, pour essayer de se projeter sur l'évolution des métiers et voir quelles sont les formations qui seront désormais nécessaires. Donc, nous allons commencer. Monsieur Pichon, vous avez la parole. Et je vous donne, bien sûr, le petit profil. Monsieur Pichon, vous prenez ma place. Oui. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Merci à l'ICVS de m'avoir invité à faire participer à cette table ronde. Alors, je peux être directeur du département, ce titre n'existe pas, ça s'appelle chef de département. MT2E, donc de l'Université de Poitiers, à l'UT de Poitiers. Et puis, je suis surtout là au titre du président de l'Assemblée des chefs de département MT2E, donc au sens où je représente l'ensemble des IUT, des départements MT2E qui ont cette spécialité. Il y en a 19 en France, répartis sur l'ensemble du territoire, qui forment donc des étudiants au niveau Bac plus 3 aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas MT2E, je dirais c'est quoi cette nouvelle formation? Je pense que ce que vous connaissez beaucoup mieux, ce sont les DUT GTE, Génie thermique et énergie. Ça, je pense que ça parle à beaucoup plus de monde. C'est la même chose, c'est juste qu'on a changé de nom. À la fois, on a changé de diplôme, ça s'appelle maintenant le Bachelor universitaire de technologie. Et qui plus est, on a aussi changé le nom de la spécialité, qui ne s'appelle donc plus GTE, mais métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Changement que vous l'aurez compris, qui a été fait bien évidemment dans un souci d'attractivité, justement. On
pourra discuter à la fin de l'efficacité de ce changement. Alors, j'ai quatre diapos pour faire principalement un état des lieux. Comme j'avais dit, si j'avais déjà trouvé la solution de l'attractivité, je l'aurais sans doute déjà employée, à mon échelle en tout cas. Je vais plutôt essayer de faire un petit constat. Alors, le premier constat, il est au niveau du vivier. Donc, le vivier, pour nous, il se situe au niveau des lycéens, au niveau du bac. Parce que notre formation recrute après le bac, et on pousse à bac plus 3. Alors, ce que je vais dire est valable pour les anciens DUT, les BUT aujourd'hui. Je pense qu'on a un peu la même problématique que les BTS aussi. Autrement dit, que les formations qui visent à former plutôt des techniciens supérieurs. D'accord ? Je pense que la problématique pour les ingénieurs, on verra, elle est un petit peu différente, même s'il y a des paramètres communs. Donc, une petite chose sur le vivier, autrement dit, quels sont les lycéens. Alors, bien évidemment, on recrute dans notre spécialité assez peu de lycéens qui ont fait lettres et économie. On est plutôt sur des lycéens qui sont dans une voie soit technologique, soit générale, mais avec des modules plutôt scientifiques, des enseignements de spécialité, les EDS scientifiques. Donc, ça va être maths, ça va être physique, chimie, ça va être sciences de l'ingénieur. Éventuellement à la marge sciences de la vie et de la terre. Alors, quelques mots sur ce vivier. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la démographie pour cette génération-là, maintenant, va baisser. On a passé le pic des enfants de l'an 2000, là, qui avaient donc 18 ans il y a 2 ans, il y a quelques années. Et là, maintenant, on est sur une phase plutôt descendante. Autrement dit, le vivier global des lycéens, il est plutôt sur une phase descendante actuellement. Pas énormément, mais voilà. Alors, le vivier des jeunes. Après, le nombre de bacheliers, c'est encore un autre problème. Lui, il stabilise du coup à peu près le quota. Dans les bacs généraux, ce que j'ai marqué BG, ce sont les bacs généraux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une réforme du bac qui a mené les premiers bacheliers de cette nouvelle réforme en 2021. Donc, maintenant, les bacheliers, vous savez, la filière S, ou pour ceux plus anciens, la filière C n'existe plus. On a maintenant une formation à la carte, si je puis dire, au niveau des lycéens. Qui doivent donc choisir des spécialités. Ils en choisissent 3 en première et ils en gardent 2 en terminale. Bien évidemment, vous comprenez que ce choix-là, même s'il est complètement, le choix des 2 est complètement séparé, indépendant, le lycéen fait vraiment les choses à la carte, il n'est pas sans incidence sur ce que peut faire chaque lycéen après dans la poursuite de ses études. Alors, il s'avère que les choix de spécialités scientifiques ont énormément baissé, et je pense qu'on le réévoquera tout à l'heure dans la partie féminisation. Ils ont énormément baissé, notamment chez les jeunes lycéennes. Parce que ça a été, pour spécifiquement ce public-là, il y a eu des baisses très, très, très importantes. Alors, l'attractivité de ces bacs généraux pour les filières technologiques, vous voyez, ça représente à peu près 14% des candidatures pour les IUT ou pour les BTS de ces bacs généraux. Donc, vous voyez que les filières techniques qui visent à des études courtes c'est pas un poids énorme parmi les bacs généraux. Clairement, les bacs généraux se destinent plutôt à soit aller vers la fac, soit aller vers les écoles d'ingénieurs directement par l'intermédiaire notamment des prépas, qu'elles soient seules ou intégrées. Et ce taux-là a baissé. Vous voyez, on avait 20% des candidats avant qui candidataient en IUT en BTS. Aujourd'hui, ce n'est plus que 14%. Pour les bacs BT, c'est les bacs technologiques. Bon, là, la quantité est à peu près conservée. On a plutôt une meilleure attractivité aujourd'hui au niveau des IUT. Et par contre, ce sont les BTS qui ont beaucoup de mal à recruter. Alors là, il y a derrière ça un discours, ce que je mets officiel, ou officieux en tout cas, très tranché.
dans l'éducation nationale, hein, c'est les bacs généraux vont en prépa ou à la fac, les bacs techno vont en IUT, les bacs pro vont en BTS. Alors, même si c'est en fonction des endroits, ça peut ne pas être aussi clairement dit, c'est quand même le message très majoritaire qui est avancé, bien que cela ne soit pas représentatif de la réalité, hein, des recrutements. Plus précisément sur le BUT MT2E, donc qui représente quand même une des filières de formation importantes dans qui intéresse la ICVF, je pense. J'ai pas très de très bonnes nouvelles à vous donner sur vos opportunités de recrutement dans les années qui viennent, puisque au niveau national, hein, je ne parle pas que de Poitiers, mais bien au niveau national, nous on a eu, vous voyez, en 2021, 25% de moins de candidats que ce qu'on pouvait avoir. Encore 20% de moins en 2022, et ça ne s'est stabilisé que cette année. Voilà. Donc on avait, vous voyez, autour de 12 500 candidatures en 2023, 60% de bacs généraux, 40% de bacs techno, 14% de femmes et 86% d'hommes. On a en tout 1200 places qui sont ouvertes dans les MT2E en France. On n'en remplit qu'un peu plus de 800, je ne sais plus où c'est marqué, voilà, enfin un peu plus de 900 là, cette année. C'était 800 l'année dernière. Donc vous voyez, ce n'est pas un défaut d'offre de formation. L'offre de formation, elle est là, elle existe. Mais clairement, on n'arrive pas à la remplir. Alors, est-ce que j'en profite pour poser des questions sur ces chiffres qui sont effectivement pas rassurants, mais à la fois, est-ce que vous avez, vous, en tant que professionnel, une première analyse, une première impression ? Le constat, il est ce qu'il est. Alors, mes autres diapos vont un peu analyser pour voir justement quels sont les éléments que moi j'ai pu identifier, enfin moi et l'ensemble de mes collègues, parce qu'on en a quand même largement discuté au niveau national, hein, local et national. Donc, on partage un peu tous les mêmes constats et on imagine un peu tous les mêmes raisons. Ce qui est clair, c'est que c'est multifactoriel. Donc, je pense que je vais l'évoquer juste après. Je voulais juste évoquer les autres spécialités d'IUT pour vous donner, alors ce qu'on appelle le taux de pression, c'est le nombre de places divisé par, c'est le nombre de candidats divisé par le nombre de places, hein, tout simplement. Donc pour nous, vous voyez, il est autour de 10, c'est-à-dire pour une place, on a 12 000 candidats, enfin 12 000 candidatures, hein, attention, ne pas confondre. Chaque fois, je parle de candidature ici, c'est-à-dire qu'un étudiant peut candidater à plusieurs endroits. Vous voyez le taux de pression sur d'autres spécialités comme génie civil, on est au double. Hein. Génie mécanique, pareil, on est au double, typiquement. Bon, génie électrique et génie industriel des maintenances sont à peu près dans le même cas que nous à ce jour. Alors, les raisons, les causes. Alors, je les ai un peu classées par catégorie, on va dire. La première, c'est, je l'ai mise plus au niveau de ce que j'ai appelé projet personnel du lycéen, c'est-à-dire quel est l'état d'esprit, je dirais, de la jeunesse aujourd'hui et un petit peu sa capacité à choisir la filière qui nous intéresse. Alors, une première constatation, c'est une maturité, une indépendance des jeunes qui est loin d'être en augmentation. Hein. On a affaire de plus souvent à 18 ans à des grands ados. Enfin, faut être, si vous avez des enfants, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont, vous ne serez pas étonnés. Voilà, l'étudiant d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec l'étudiant d'il y a 40 ans, quoi, clairement. Alors c'est quelque chose qui a évolué, hein, je pense petit à petit, mais malgré tout, voilà. Alors sa volonté de se choisir un métier, de se choisir même ne serait-ce qu'un secteur d'activité à 18 ans est extrêmement faible, à quelques exceptions près, bien évidemment, il y en a quand même qui savent très tôt ce qu'ils veulent faire. Le choix d'une formation professionnalisante, alors là encore je parle pour l'aspect IUT, pour l'aspect école d'ingénieur ça sera sans doute un peu différent, mais une formation professionnalisante comme un BTS ou un IUT peut faire peur du coup à ces jeunes qui ne savent pas trop quoi faire et qui ne veulent pas se fermer de porte, qui ne veulent pas non plus se boucher des opportunités professionnelles et de carrière. Donc voilà, globalement l'idée hein, c'est que c'est pas forcément, ça n'aide pas à l'attractivité des IUT.
Enfin, le côté professionnalisant dans une formation, la réforme du DUT là, en BUT a changé beaucoup de terminologie. On s'est rapproché de la terminologie professionnelle que vous connaissez. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour vous, quand vous lirez le programme un jour du MT2E, vous y retrouverez les éléments que vous cherchez en termes professionnels. Et nous, nos étudiants, quand ils liront vos offres d'emploi, ils se reconnaîtront dedans. Par contre, un lycéen, quand il lit un programme de but MT2E, il a 90% des termes qu'il ne connaît pas. Parce que ce ne sont pas des termes de matière de lycée, tout simplement. Et quand un lycéen ne connaît pas, généralement, il n'y va pas. Voilà, enfin, alors ça, c'est plus sociétal, recherche de sens ou de plaisir. Alors ça, on entend beaucoup de choses sur le fait que, je vais caricaturer, mais c'est exprès, les jeunes vont sauver la planète et ce sont les seuls à vouloir le faire. Voilà, je l'ai marqué, la transition, les énergies renouvelables, c'est déjà has-been. Peut-être, finalement, c'est loin de faire rêver autant de jeunes qu'on pourrait le penser. Voilà, c'est triste, peut-être, mais bon. Alors, c'est lié au fait, c'est lié à quoi ça? À mon avis, on parle beaucoup d'éco-anxiété. On parle aussi beaucoup voilà, on a parlé de sobriété, contraintes voulues. On a parlé, voilà, il y a un certain nombre de contraintes sociétales aussi qui sont liées à cet aspect transitionnel, qui sont largement évoquées dans les médias, au sens large. Et du coup, voilà. Et puis, il y a le côté novateur, qui n'est plus si novateur que ça. Aujourd'hui, voilà, les énergies renouvelables, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et ça fait 20 ans qu'on en voit sur les toits des maisons, des éoliennes dans les champs, etc. Donc tout ça fait que ce n'est pas forcément ultra novateur, ultra attractif pour un jeune qui cherche la nouveauté et du progrès. Autre problématique, c'est la difficulté des matières scientifiques, des maths, le choix des matières scientifiques. Quand vous êtes sur une spécialité technique, technologique, qui est relativement exigeante, vous avez tous fait un peu de thermo dans votre vie, pour la majorité de ceux qui sont dans cette salle, c'est pas super simple, et ça c'est loin d'être attractif aujourd'hui dans l'imaginaire des jeunes, quoi. Voilà. Alors être un acteur du progrès technologique, malgré tout, voilà, il y a quand même des terminologies qui sont intéressantes et qui peuvent être attractives, mais est-ce qu'ils ont tant envie que ça d'être acteurs de ça? Certainement plus ont envie d'être consommateurs de ça. Voilà. Je suis très caricatural, mais c'est fait un petit peu exprès. Alors, enfin, dernier point, je l'ai mis. Aujourd'hui, vous êtes tous en train de chercher des collaborateurs, vous n'arrivez pas à en trouver. Donc, autant vous dire que leur dire qu'il y a de l'emploi dans ce secteur-là, ça leur fait ni chaud ni froid, puisque de toutes les façons, n'importe quel secteur cherche des collaborateurs et que le problème du chômage aujourd'hui n'en est plus un. Ça va peut-être évoluer, mais en tout cas, ce n'est clairement pas un critère qui leur parle. Encore moins à 18 ans. Alors, après, sur l'aspect... Alors, tout ce que j'ai dit là, je dirais que pour tous les aspects un peu techniques, c'est les spécialités techniques, c'est un petit peu vrai. Sur les aspects vraiment qui nous concernent, CVC, énergie, etc., ça, clairement, c'est un domaine sectoriel qui est complètement inconnu des étudiants. J'ai encore reçu, juste avant les vacances de Noël, des lycéens. Je leur ai dit, nous, on est dans l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'énergie? C'est à peine s'il y en a un qui m'a sorti éolien et électricité, quoi. Donc, autant vous dire qu'on est vraiment très loin de l'imaginaire et de d'identification des éléments. Voilà, le lien entre ce qu'on fait et sauver la planète et l'environnement, alors ça c'est encore moins évident, voilà, pour eux, surtout si vous leur faites visiter la salle des foyers de vos installations de TP, typiquement. Voilà, après il y a des éléments sur ce que je disais tout à l'heure, la terminologie qu'on emploie pour présenter les formations, et puis au niveau technicien, un des problèmes qu'on a, c'est que vous cherchez sans doute beaucoup des techniciens supérieurs, niveau Bac plus 2, Bac plus 3. En fait, nous, on est censé les former, mais en fait, ils sont très peu à vouloir s'arrêter à ce niveau de qualification. Ils veulent clairement tous être ingénieurs, et il y a une offre de formation au niveau ingénieur qui est tellement pléthorique aujourd'hui
qu'ils seront prêts. Et ce, quel que soit ce que nous, on pourra dire, sur leur niveau, sur leurs compétences, sur leur aptitude à le faire. Alors, les actions et les solutions, juste 2 mots là-dessus. C'est le dernier slide. Voilà, c'est le dernier slide. Bien sûr, améliorer la connaissance et l'attractivité des secteurs. Comment faire il y a quand même déjà un certain nombre de choses qui sont faites. Donc, j'ai cité ici les initiatives des campus des métiers et qualifications. Peut-être que vous en connaissez certains. Il y a des actions en lien avec les lycées pour faire connaître les formations sur des aspects de challenge, de concours. Donc j'ai mis des exemples de ce qui est fait par exemple en génie électrique ou en génie mécanique. On pourra en reparler. J'avais évoqué la valise de promotion des métiers faite par la FEDEN aussi. Après, au niveau de nos formations à nous, on essaye d'être un peu innovant et puis un peu, alors je ne veux même pas dire pédagogique, mais en tout cas, d'être un peu fun, quoi, si je puis dire, pour un jeune de 18 ans. Donc, utilisation de la réalité virtuelle, des choses comme ça. On ouvre bien sûr toujours nos établissements, on essaie de faire venir le plus possible de lycéens, voire même de collégiens, pour leur faire découvrir un peu la spécialité. Alors, un truc qui marche bien, c'est quand même l'alternance, il faut le dire. On a clairement des lycéens qui rentrent et qui veulent faire de l'alternance dès la sortie du lycée, pour des raisons diverses et variées. Certains parce que c'est une façon de travailler et d'apprendre qui les intéresse, d'autres ne serait-ce que pour des raisons financières. Voilà. Et puis, sur les aspects communication, alors ciblés au grand public, clairement au niveau sociétal, la communication, il faudrait sans doute l'améliorer un peu, mais là, ça relève effectivement d'institutions nationales, qu'à mon échelle à moi. Après, au niveau local, l'idée, c'est vraiment d'arriver à rentrer dans les établissements scolaires, enfin lycées, pour se faire connaître. Et c'est pas toujours évident. J'avais une petite question, parce que vous êtes, à un moment donné, arrêté sur les mots-clés pour pouvoir être attractif, qui nous semblaient être les bons mots-clés. Économie d'énergie, économie circulaire, bon pour la planète. Donc, on prend conscience là que c'est presque has-been, c'est du passé. Quels sont aujourd'hui les nouveaux mots-clés, peut-être que vous avez identifiés, qui seraient leur propre intérêt? C'est difficile à dire. Alors, encore une fois, j'ai été assez caricatural, mais on a des jeunes qui sont vraiment investis, qui ont choisi telle ou telle filière parce que justement ça correspond à leurs objectifs, qui sont déjà un peu au fait de ce à quoi ça mène et par où il faut passer pour pouvoir justement répondre à ces besoins-là. En fait, j'ai pu parler de la masse globale dans son ensemble, et c'est difficile de savoir ce qui les motive, justement. C'est difficile de savoir ce qui les motive quand ils sont dans une situation où ils se projettent très peu vers l'avenir, ils vivent beaucoup au jour le jour. Et alors, je parlais d'éco-anxiété, etc., mais c'est presque ça. En gros, c'est presque je ne veux pas trop entendre parler de ce qui va se passer dans l'avenir et de ce qu'on attend de moi. C'est, aujourd'hui, je vis relativement bien, tant que ça continue le plus longtemps possible, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Après, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, c'est vraiment un ressenti très personnel. Voilà, mais dans la formation, je fais un cours dès le début de la première année sur les relations entre énergie et environnement. Même ceux qui ont choisi notre formation, on pourrait se dire, ils ont déjà choisi la formation, donc ils sont déjà un peu investis dans cette idée de je choisis l'énergie parce que je veux aller vers la transition, etc. Savoir ce que c'est que le réchauffement climatique, c'est la dernière roue du carrosse pour eux, quoi, clairement. Mais on conclura là-dessus, à propos de terminologie, je pensais par exemple ventilation. Ventilation, c'est vrai que, je ne sais pas si mon micro marche, vous m'entendez, ça ne parle pas tellement, ventilation. Ou si ça parle, c'est la bouche d'extraction d'air dans les toilettes, ça ne fait pas vibrer les gens, ça. Si on parle de qualité de l'air intérieur ou de qualité des ambiances intérieures, c'est peut-être plus évocateur et plus tentant. Oui, donc, clairement, de toute façon, il y a une terminologie à évoquer. Mais vous voyez, je parlais d'hydrogène tout à l'heure, là, hydrogène, je ne sais pas, moi, pour être un peu dans la communauté, j'ai l'impression quand même que c'est le truc un peu en effervescence aujourd'hui. Les jeunes, moi, je leur ai demandé...
L'hydrogène, ça vous parle? Non, clairement. Dans la quarantaine de lycéens collégiens que j'ai vus là avant les vacances, il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il savait à peu près de quoi en parler et à quoi ça pouvait bien servir. Mais je vais faire le lien justement, et peut-être effectivement sur ce mot de conclusion, sur votre intervention. On a des jeunes aujourd'hui qui ont des vecteurs de communication qui sont TikTok, Instagram. Ils ne regardent pas le 20h, ils regardent Hugo Décrypte. Je pense que c'est à nous aussi de nous approprier peut-être aussi des modes de communication qui décryptent justement et qui mettent, on va dire de façon extrêmement simple, ils sont aussi dans l'immédiat. Il faut que ça dure 3 minutes. Hein. Vous avez 3 minutes pour convaincre, et encore 3 minutes, ils sont capables de zapper, pour pouvoir effectivement décrypter notre métier et jusqu'à la ventilation et la qualité de l'air. Voilà, c'était plus un propos qui rebondit sur le vôtre plutôt qu'une question. Bien. On va conclure ici. Merci, Monsieur Pichon. Et j'appelle maintenant Monsieur Flamand au pupitre, qui va nous parler de la situation en matière de formation des ingénieurs. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc Bernard Flamand, donc je suis enseignant donc à l'INSA Strasbourg depuis quelques années. Et donc l'idée, c'est également de faire un état des lieux, puisqu'on rencontre également des difficultés de recrutement. Alors pas pour tous les parcours, hein, puisque on a créé un certain nombre de parcours depuis la création de la formation. Donc avant ça, donc rapidement le groupe INSA, donc c'est cette école, hein, c'est un des réseaux les plus importants en France, qui forment à peu près 10% des ingénieurs, toutes disciplines confondues. Et donc l'INSA Strasbourg, nous avons intégré le réseau des écoles des INSA en 2003. Donc sachant qu'avant, donc l'école s'appelait NSAI, c'est encore avant l'ENI, puisque l'école a été créée en 1875 pendant l'époque allemande de l'Alsace. Alors à Strasbourg, donc on a donc la particularité, c'est d'avoir également une formation d'architecte. On est la seule école, donc ça c'est le prémisse, si vous voulez, donc de la période allemande. Donc on forme dans les mêmes murs des architectes et des ingénieurs, et donc ça c'est une force notamment pour nos métiers. Je vais y revenir dans un instant. Et donc parmi ces 7 formations d'ingénieurs, il y en a une qui nous concerne, c'est la formation qui a changé de nom il y a quelques mois et qui s'appelait donc depuis les années 80 donc génie climatique et énergétique, avec le terme climatique cher à Roger Cavirgue. Qui a été utilisé dans pas mal de formations, mais je vous l'expliquerai dans la suite, bien, ce terme est mal compris par les jeunes qui veulent venir chez nous. Alors, ce slide, c'est pour vous montrer qu'on a essayé également de répondre à la demande du marché, donc à la demande des entreprises, en augmentant donc, le nombre de diplômés. Donc il y a 20 ans, donc, on diplômait à peu près une trentaine d'ingénieurs dans le domaine de l'énergétique, génie climatique. Et aujourd'hui, on en sort à peu près 80. Et pour faire ça, on a créé différents parcours. Alors, sachant que la formation donc, a été créée, donc ça c'est une particularité donc, par la profession, dans les années 60, et Jean Lano est ici le représentant de cette première promotion, donc créée par la formation, donc, créée par la FFB à l'époque, dans les années 60, et donc son bras armé qui est le caustique. Et ceci donc perdure encore aujourd'hui, puisque nos élèves, au dernier semestre, vont passer 6 mois, effectivement, dans ce centre à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc ça, c'était l'origine. Ensuite, on voyait donc forcément la formation évoluer en termes de contenu, mais en termes de parcours, donc on a créé un premier parcours architecte-ingénieur en 2005. Et donc là, dans la mesure où on avait dans les mêmes murs, vous voyez, architecte et ingénieur, c'était assez facile de les regrouper pour simplifier. On a ensuite créé, pour augmenter également les flux, donc un parcours par alternance, donc avec forcément un profil un peu différent et un vivier d'origine un peu différent. Et on a renforcé donc le parcours architecte-ingénieur en 2014 pour augmenter également les flux de ce double parcours, qui a nécessité donc en 2018 la création, je dirais, d'un parcours spécifique en dernière année de formation, spécifique aux élèves architectes-ingénieurs. Donc une partie donc, qui va au caustique et une partie donc, qui reste à l'INSA, à Strasbourg, sur ce parcours architecte-ingénieur. Et la dernière évolution, c'est le changement de nom que je vais évoquer par la suite. Alors l'INSA, c'est une formation sur 5 ans, formation, donc on recrute à bac plus long, on recrute à bac pour l'essentiel. Et donc là, vous avez en orange donc, le parcours historique,
donc créé en 60. Et ce parcours historique, donc, vous voyez, donc, se déroule sur 4 années. Donc, et on recrute, donc, il y a donc une première année donc, qui est commune à l'ensemble des spécialités de l'INSA Strasbourg, donc trop commun. Et à partir donc, de la deuxième année, eh bien, les élèves se spécialisent dans les différentes spécialités d'ingénieurs que j'évoquais précédemment. Donc le parcours sous statut apprenti donc, sur 3 années, donc là on recrute à Bac+2. Et le parcours architecte-ingénieur, qui est lui beaucoup plus exigeant, hein, puisque les élèves obtiennent 2 diplômes, donc à la fois architecte et ingénieur, donc au bout de 6 ans. Où donc là, on recrute également donc à Bac et à Bac+1. Donc en tout, vous voyez, donc on a à peu près environ 80 diplômés, et on était à une trentaine il y a 20 ans. Alors, quelle est la problématique que l'on rencontre hein, pour finalement recruter les élèves? Donc ici en bleu, vous avez les effectifs nominaux, donc 24 élèves en deuxième année, 106 en troisième année et 54 en quatrième année. Donc ce sont les effectifs nominaux, sauf que on n'arrive pas à ce nominal. Donc pour l'exemple, cette année, on n'a pas 24 élèves en deuxième année, mais on en a 15. Pourquoi? Alors c'est un peu comme mon collègue de l'IT, j'ai pas de réponse. On fait des enquêtes, on essaie de comprendre pourquoi, mais on n'a pas de réponse claire qui permette de trouver un plan d'action. C'est pas loin d'être évident. Donc, pour recruter en deuxième année, donc on va piocher dans le vivier des élèves de première année. Donc, sachant que, si vous voulez, donc à l'issue de la première année INSA, les élèves vont faire des vœux en fonction des différentes spécialités proposées donc à l'école de Strasbourg, et en fonction de leur classement, eh bien, ils ont ou pas leurs vœux. Et il se trouve que depuis quelques années, eh bien, la spécialité qui s'appelait encore génie climatique est une des dernières demandées. Donc les premières, c'est plutôt génie civil. Donc le génie civil attire toujours du monde. La mécatronique, hein, tout ce qui est, je dirais, high-tech, attire bien les jeunes. Nous, on n'est pas connus, donc je rejoins un peu les mêmes propos, les mêmes constats que mon collègue de l'IUT, dans la mesure où effectivement on est sur un domaine qui n'est pas connu. Les jeunes s'orientent sur soit des domaines pour lesquels ils ont eu une initiation peut-être au lycée ou en première année ici à l'INSA, ou des domaines qui font rêver. Hein, le high-tech fait rêver, les drones ça fait rêver, les objets connectés ça fait rêver. Parler de ventilation, on en parlait tout à l'heure, ça fait moins rêver. Donc on est dans cette difficulté-là, même si forcément on présente notre spécialité aux élèves, même s'il y a les journées portes ouvertes. Et pareil donc pour des recrutements externes. Alors pour les recrutements externes, je dirais c'est encore pire, parce que là on a moins la main. Donc là on recrute en externe donc, des élèves issus de Mathsup, hein, donc à Bac+1, donc là on a 8 places. Et en troisième année, donc des élèves qui viennent donc, de CPGE. Et là, la difficulté pour ce recrutement, c'est un recrutement du groupe INSA. Donc, ce n'est pas nous qui gérons directement ce recrutement, c'est un recrutement au niveau du groupe. Et là, on n'a plus du tout la main. Et donc là, les élèves candidatent parmi des centaines d'offres de formation. Et donc, nous, on est noyés dans ces centaines. Et quand ils voient génie climatique, je ne sais pas ce que c'est, je zappe et je fais autre chose. Et un recrutement BUT, où là on a une autre difficulté, c'est un problème d'adaptation par rapport au niveau attendu, ce n'est pas un problème d'attractivité en tant que tel. Par contre, là où ça marche bien, il faut quand même, heureusement on a quand même des recrutements qui fonctionnent bien, donc c'est le recrutement architecte-ingénieur, où là effectivement les élèves qui veulent embrayer dans ce double parcours ont bien compris l'intérêt de lier les compétences d'architecture avec l'énergétique. Donc eux sont vraiment très motivés, notamment par rapport à l'environnement, par rapport, je dirais, à maintenir la vie sur Terre. Donc eux sont vraiment très engagés, très engagés. Pour les élèves venant des autres parcours, c'est moins le cas. Il y en a, bien sûr, hein, mais c'est beaucoup moins le cas. Donc voilà un peu le contexte. Alors, je vais juste par rapport à ce slide qui est en plus très synthétique, et pour faire le lien avec l'intervention de M. Pichon, c'est-à-dire que M. Pichon disait qu'effectivement ils veulent être tous ingénieurs, ok, et puis on ne voit pas arriver ce volume sur votre parcours. Est-ce à dire que, effectivement, comme vous l'avez un peu mentionné, c'est que c'est la filière génie climatique
globalement qui souffre par rapport à une concurrence. Est-ce que vous avez des liens avec des collègues sur d'autres filières pour peut-être mesurer d'autres attractivités ? Alors c'est vrai, donc dans l'INSA, donc il y a d'autres INSA qui proposent des formations énergétiques. Donc on a notamment l'INSA de Lyon, donc il y a une formation énergie et environnement qui est beaucoup plus générale, donc moins spécifique à nos métiers. Et donc forcément l'INSA de Lyon bénéficie également de sa notoriété, mais elle offre une formation énergétique qui est beaucoup plus large. Donc forcément, nous, on est assez ciblés, de par la création à l'origine dans les années 60, on a toujours été très centré sur nos métiers, ETB, génie climatique. Ce qui est moins le cas des formations énergétiques dans le groupe INSA. À Rouen, vous avez donc plutôt une formation en énergie-propulsion, donc plutôt moteur. Alors, je n'ai pas de retour de leur part concernant leur difficulté de recrutement potentiel, mais on est sur des domaines assez différents. C'est peut-être aussi ce qu'on nous on constate en tant que professionnels aussi, parfois certains silos qui sont en train d'être bousculés. Effectivement, l'ingénieur, l'architecte, on avait effectivement ces métiers en silos qui sont en train de fissurer. On voit de plus en plus on va dire de transversalité pour répondre notamment aux problèmes d'économie d'énergie. Et c'est peut-être une des conséquences, c'est justement des filières qui forment trop spécifiques, sont peut-être pas suffisamment larges pour attirer. C'est ce que je dois comprendre ? Alors, il faut bien voir que la formation a quand même évolué depuis l'origine. Donc, à l'origine, jusqu'aux années 80, donc on était très centré système, donc vraiment équipement technique du bâtiment. Donc depuis les années 80-90, ça s'est renforcé. Pour nous, le système, c'est également l'enveloppe du bâtiment, ce qui était moins le cas avant. Donc il y a quand même, et donc d'où l'intérêt des architectes d'intégrer donc le parcours, puisque ça offre forcément un champ de compétences très important. Donc on est moins orienté système, on s'ouvre beaucoup également donc à l'aspect rénovation énergétique d'enveloppe, etc. Sachant que les architectes que l'on recrute ont également des compétences en génie civil, vous voyez, qui peuvent également leur aider dans leur métier. Donc ils ont vraiment une ouverture beaucoup plus importante. Donc ça c'est pour les étudiants. Alors pour les apprentis, là vous voyez on n'a pas tellement de problématiques de recrutement, puisqu'on a chaque année à peu près 180 candidats pour 24 places. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'attractivité qui pose souci. Là, ce qui pose souci, c'est plus, alors on en a un peu parlé, mais on est tous confrontés à la même difficulté, c'est ce que j'appelle la qualité du vivier. C'est-à-dire que parmi les élèves de DUT qui candidatent, tous les élèves n'ont pas, entre guillemets, le niveau attendu pour suivre le parcours. Donc si on ne recrute pas les 24 places potentielles, c'est parce qu'effectivement, on préfère trier, recruter moins et garantir, entre guillemets, le résultat. Donc là, on est plus sur une problématique de qualité de vivier qu'autre chose, sachant que se pose une autre difficulté, c'est le nombre de formations de génie thermique, énergie ou de MT2E au niveau national. Donc il est clair, si je fais le zoom sur le Grand Est, on a trois formations, Belfort, donc Colmar et Longwy. Et donc, ce n'est pas avec ces trois formations qu'on va pouvoir effectivement recruter l'ensemble de nos élèves. Donc, on est obligé d'ouvrir à toute la France. Et forcément, si on a des élèves de Lorient, et j'en ai cette année, on en a cette année, eh bien, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir une entreprise sur Strasbourg et pas sur Lorient. Vous voyez, pour des problèmes logistiques. Eh bien, l'offre sur Strasbourg est aussi limitée. Donc voilà, on est confronté à différentes difficultés qui ne sont pas liées à l'attractivité, mais qui sont plus liées à l'évolution également des jeunes, moins de contraintes, on l'évoquait tout à l'heure, je ne vais pas trop quitter ma famille, etc. Et la qualité du vivier. Plus la concurrence, puisque le gouvernement a ouvert les vannes pour aider les entreprises. Je pense que vous en avez sans doute dans vos entreprises des apprentis en formation. Donc a ouvert les vannes en termes d'aide financière. Maintenant, il les a un peu refermés au niveau Bac plus 5. Mais il y a eu pas mal de concurrence, ce qui fait que forcément, le vivier étant fini, eh bien, on a une difficulté de recrutement. Cette proximité géographique que vous évoquez, elle existait de tout temps. Elle existe tout le temps, mais si vous voulez, c'est les mentalités qui ont changé. C'est ça, et depuis le Covid, donc le Covid a en fait accéléré cet état de fait. Donc avant le Covid, on avait à peu près un tiers, voire plus de la promotion qui avait une entreprise hors Grand Est et la formation à Strasbourg. Et ça posait aucun souci.
depuis le Covid, on a senti vraiment un fléchissement donc, de ceci. Et donc les jeunes que l'on recrute veulent absolument avoir une entreprise à proximité de l'école. Ce qu'on peut comprendre, hein, mais forcément, on ne peut pas offrir cette possibilité à tous les jeunes. Donc, sachant qu'en termes également d'offres d'entreprise, vous avez tous et toutes sans doute des difficultés de recrutement, et un des moyens de recruter, c'est de former un apprenti. Et donc, si je voulais répondre à l'offre d'entreprise, je pourrais multiplier par 3 le nombre, les effectifs. Hein, l'an dernier, on a eu plus de 90 offres d'entreprise pour 24 places. Donc, l'offre est là. C'est le vivier qui ne suit pas forcément. Et bien entendu, nos moyens au niveau de l'école, bien entendu, qui ne suivent pas non plus. On a à peine abordé le sujet presque sociologique, hein, c'est-à-dire que la mentalité a changé. Hein, les jeunes veulent de la proximité parce qu'ils veulent effectivement privilégier peut-être leur vie personnelle. Ils ne sont plus les explorateurs hein, qu'on a pu connaître, hein, où on était capable de traverser la France pour faire l'apprentissage. Hein. Donc c'est peut-être effectivement un élément sociologique à prendre en compte et on le voit nous aussi dans le recrutement. Quand on recrute des personnes, ils ont, je vais vous donner une petite anecdote, hein, j'avais recruté une personne pour un poste sur la région parisienne de l'autre côté du périphérique et la personne habitait Paris et c'était une problématique pour lui de prendre son vélo et de traverser le périphérique. Donc la notion de proximité, c'était dans les échanges qu'on peut avoir dans le recrutement, un nouvel argument qu'on n'avait pas l'habitude d'appréhender et qu'on sent et on ressent aussi comme un élément aussi à contourner, une objection à contourner. Donc ça vous confirmez par ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que vous aussi, vous le ressentez et c'est presque générationnel. Il faut qu'on s'y attache, nous, en tant qu'entreprise, à identifier, peut-être se préparer à cette notion de proximité. C'est clair. On n'est plus dans le Tour de France des compagnons du devoir. Non, ça c'est clair. Il faut s'en rendre compte. Et ce qu'on constate aussi depuis quelques années, c'est des démissions. En fait, donc vous voyez, on recrute donc un jeune et 2 jours avant la rentrée, il démissionne. Quoi. Donc ça arrive de plus en plus. Bon. Et on a beaucoup de mal à comprendre les raisons de tout ça. Alors, si on regarde l'évolution des effectifs hein, depuis 20 ans, donc vous voyez, donc les effectifs ont bien évolué, mais la flèche verte montre qu'on a quand même une tendance. Alors une tendance, hein, forcément ça fluctue, le recrutement n'est jamais, c'est pas une science exacte, hein, mais on a quand même une tendance, donc vous voyez, donc à la réduction donc du nombre de nos élèves par rapport au potentiel que l'on a d'accueil. Et ça concerne essentiellement donc le parcours sous statut d'étudiant, c'est-à-dire le parcours historique hein, que j'évoquais tout à l'heure, en collaboration avec le COSTIC. Alors essayons de comprendre qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc on a testé les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait aller au-delà, vers un influenceur. Hein, vous me faites penser à un influenceur ICVF, peut-être, pourquoi pas, qui pourrait avoir une accroche plus importante que chez les jeunes. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, nous, on n'a pas vu d'effet. On n'a pas vu d'effet, sachant qu'on est noyé dans une masse d'informations énorme. Donc voilà. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Le changement de nom, alors c'est vrai que ça nous a fait un peu mal hein, d'enlever le terme climatique dans le nom de la spécialité. Ce changement de nom, donc on a mis 1 an pour le faire. On l'a fait avec forcément les élèves en formation. On l'a fait avec les anciens élèves. Hein, on l'a fait également avec nos partenaires professionnels. On ne voulait pas se tromper. Donc on est venu sur le terme génie thermique énergétique que vous, DUT, vous avez abandonné. On a rajouté le terme environnement. Bon, en tout cas, le terme climatique n'était pas compris des candidats. Il est clair que les jeunes qui sont chez nous, ou forcément, lorsqu'ils écrivent sur leur CV, leur formation, bien souvent, ils écrivent ce terme climatique. Parce que ça correspond bien, comme vous le savez, à une profession, à un métier. Mais sauf que ce terme, eh bien, on a dû l'enlever à contre-cœur hein, pour essayer d'attirer davantage de jeunes. Donc, on a aussi fait un peu, je n'ai pas de greenwashing, c'est pas ça, hein, mais on a changé un peu les intitulés des cours, puisque les jeunes regardent également les programmes, et s'ils n'arrivent pas à comprendre l'intitulé d'un cours, ils vont dire mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait, j'y vais pas. Donc on a essayé, vous voyez, de faire ce travail. Et comme vous l'avez évoqué, monsieur Feldman, donc le terme ventilation-chauffage, forcément, ça n'attire plus. Donc il faut trouver d'autres mots, hein, notamment sur nos sites internet, dans nos plaquettes de communication, pour être un peu plus vendeur. Hein. Il faut faire un peu de marketing hein, pour attirer les jeunes.
Alors là, on a des actions, c'est au niveau des élèves de première année de l'INSA, hein, puisqu'ils sont chez nous, donc on peut directement agir. Alors, depuis 2021, donc, tous les élèves de première année font ils ont une introduction aux enjeux énergie-climat avec la fresque du climat, entre autres. Donc ça permet déjà de les initier à ces problématiques-là. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mettre de cours d'énergétique donc chez nos élèves de première année. Ils font beaucoup de mécanique. Hein, et après, on s'étonne, pourquoi est-ce qu'ils vont en mécanique? Quand on a 60 heures de mécanique en cours, on peut se dire, tiens... Donc, par contre, pour introduire de l'énergétique, il faut supprimer d'autres cours. Et ça, vous imaginez que mes collègues ne sont pas d'accord. Donc, on est en pleine discussion pour ça. Mais vous êtes d'accord avec moi, c'est complètement aberrant de ne pas avoir d'information de cours d'énergétique en première année dans une formation d'ingénieur. C'est pas possible. Donc, le constat que je vous fais là, c'est un constat qui est valable pour une école d'ingénieur, pour une formation. Donc, la généralisation, je peux bien entendu pas la faire. Toutes les actions qu'on a mises en place, eh bien, on en verra un effet dans quelques temps. Par contre, et on en discutait tout à l'heure, donc en début d'après-midi, je pense que ce qui est important, c'est à mon avis d'agir au niveau des collèges et des lycées pour expliquer ces métiers à ce niveau-là, parce que quand on arrive en école d'ingénieur, c'est déjà trop tard. Il y a déjà des idées préconçues, déjà toutes faites. Et là, à mon sens, c'est agir à ce niveau-là. On verra un exemple, je pense, tout à l'heure. Sachant que les besoins sont énormes, vous en parliez tout à l'heure, mais si on regarde des données donc, de France Stratégie sur la partie rénovation énergétique des bâtiments, si on veut rénover 500 000 bâtiments par an d'ici 2030, donc il manque 25 000 postes d'ingénieurs. Donc tout secteur confondu de la construction, 25 000 postes. Ce qui va mettre une véritable tension d'ailleurs qu'on vit aujourd'hui. Je vais vous donner simplement un petit ratio comme ça dans l'aspect recrutement. Il y a avant le Covid, donc on est en 2019, si on prend un repère du temps qu'il fallait pour recruter un candidat, eh bien ce temps a été multiplié par 4 à aujourd'hui. Donc il faut 4 fois plus de temps pour trouver un candidat aujourd'hui par rapport à 2019. Donc la tension, elle est entre autres du fait que les nouveaux arrivants n'arriveront plus, on cherche sur ceux qui sont déjà en place. Donc ça a aussi une conséquence et une tension sur à la fois le recrutement, mais aussi les personnes et les équipes qui sont en place, qui sont hyper sollicitées. Donc on le comprend bien. C'est clair. Voilà, merci de votre attention. Merci, Monsieur Clément. J'appelle maintenant Monsieur Thierry Chapuis, qui va nous présenter les choses d'une façon un peu différente, grâce à un exemple, comme on l'a indiqué tout à l'heure, des industries gazières et associées. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup de votre attention. Donc déjà, j'ai appris que j'étais pas trop jeune parce que j'étais venu en vélo et que j'avais traversé le périph'. Première nouvelle, donc Thierry Chapuis, moi je suis donc directeur délégué à GRDF. Je suis arrivé à GRDF il n'y a pas très longtemps, mais là je vais vous parler d'un sujet qui dépasse largement GRDF, qui traite de toute la filière gaz et toute la filière de la chaleur et de toute l'efficacité énergétique. Un gros travail qu'on a fait. Alors attendez, voilà. Qu'on a fait, je dirais, sur 2 ans. Donc c'est une synthèse. Ça ira sans doute un peu vite. Si vous en voulez beaucoup plus de détails, on peut vous en donner évidemment 10 fois plus. Voilà. Donc on a réalisé en fait un EDEC qui est un engagement de développement de l'emploi et des compétences sur donc la filière, je vous ai dit gaz et puis chaleur et efficacité énergétique. C'était un gros travail fait par l'ensemble de la filière gazière, autant les entreprises que les organisations syndicales, et puis par l'ensemble de... Alors gaz, il faut avoir en tête que quand je parle de gaz, c'est à la fois la partie fossile, évidemment, aujourd'hui la plupart du gaz vient de là, mais beaucoup le gaz renouvelable. Moi, en tant que j'étais délégué général de France Gaz, je peux vous dire que la moitié de mon temps, c'était le développement des gaz renouvelables, voire les 3/4 de mon temps. Et c'est aussi l'hydrogène. L'hydrogène, c'est aussi un gaz
voilà, les gaz renouvelables ne sont pas très connus, un peu moins par les étudiants. L'hydrogène, ça fait rêver tout le monde. Ça fait moins de postes aussi aujourd'hui. Par contre, je dirais, les gaz renouvelables comme l'hydrogène, c'est quand même des trends, je dirais, d'emploi et de compétences assez importants. C'est la raison pour laquelle, je dirais, ce travail a été fait aussi pour que je dirais, les filières gaz et chaleur, etc., je ne le dirai pas à chaque fois, mais soient mieux connues, mais aussi parce qu'on savait que les métiers allaient vraiment changer et qu'il fallait, je dirais, commencer à faire tout ce travail. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au début? On a fait un état des lieux, la première chose, un état des lieux, combien de salariés, dans quel domaine, etc., combien allaient bouger. Voilà. Donc, l'ensemble, c'est 230 000. Moi qui connais mieux la partie gaz, c'est 130 000 en gaz. Donc, vous voyez, c'est une petite, enfin, une grosse moitié, quoi, je veux dire comme ça. Ayant en tête qu'en gaz, sur les 130 000, il y en a je dirais, la moitié qui font de l'entretien des systèmes gaz, l'entretien des chaudières, etc. À peu près. Hein. Donc, première étape, c'était vraiment d'avoir un état des lieux, à la fois de la filière, évidemment, et puis de l'évolution possible de cette filière. En gros, quels étaient les métiers en tension. On a fait des descriptifs de postes. Donc là, vous avez, enfin, c'est un slide, mais c'est une grosse étude qui a duré 6 mois, avec un descriptif de tous les postes. Clairement, le métier qui est le plus en tension, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le technicien de maintenance. Et avec des formations qui commencent sur, si je prends l'exemple des méthaniseurs, sur les techniciens de maintenance des installations de biométhane, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et donc des formations commencent. C'est clairement le métier qui est le plus en tension. Effectivement, le technicien, l'ingénieur, c'est moins en tension aujourd'hui, parce que vous avez très bien expliqué pourquoi. Donc cette cartographie, elle a été faite. Après, on décline par région, etc. Donc là, vous avez des exemples. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que voilà, vous avez des planches comme ça, par région, par métier, etc. Ce qui permet justement d'avoir un bon aperçu et puis d'en parler, sachant que ce que je n'ai pas dit dans le slide précédent, le travail a été fait en partenariat évidemment avec le ministère du Travail et avec les OPCO2I qui sont les organismes de formation, enfin de financement des formations. Voilà, vous avez, comme je suis à GRDF, je vous ai mis l'exemple sur la distribution, mais vous avez des planches comme ça sur les différents métiers. Donc la distribution, où sont les salariés, où est-ce qu'ils... voilà, les différents, vous voyez, les différentes familles de métiers. Donc dans chacune des grands métiers, quelque part, on a fait tout ce travail. Et après, on a regardé qu'est-ce qui allait changer. Et je dirais avec différents scénarios. Donc vous voyez qu'on a fait un scénario un peu la filière aujourd'hui. Et puis si on a une transition verte qui s'accélère, ça fait quand même beaucoup d'emplois qui vont changer. Alors ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas trop insister sur le nombre d'emplois. Mais quand même, voilà, ça fait beaucoup de gens qui vont arriver dans la filière. Dans nos métiers, c'était le gaz, on ne le produisait pas jusque-là. On est en train de commencer à le produire de façon très locale et très, je dirais, atomisée. Et donc, ça veut dire beaucoup plus d'emplois que quand on achète un contrat de gaz. Hier, on en achetait à la Russie. Aujourd'hui, on n'en a plus. Mais quand même, quand on achète un gros contrat de gaz aux Norvégiens, c'est le principal pays auquel on achète du gaz aujourd'hui, c'est moins, et c'est un ingénieur qui le fait ça, c'est beaucoup moins de personnes que les 600 ou 700 méthaniseurs qui existent aujourd'hui et qu'il faut produire, maintenir, etc. Pardon. Voilà. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est clairement l'évolution de la filière. Je n'ai pas parlé d'hydrogène, mais sur l'hydrogène, c'est pareil, il y a une grosse... attendez, je vais juste boire. Peut-être que le temps que voilà, vous preniez un petit peu de temps pour vous. Effectivement, ça montre aussi, on va dire, un effet multiplicateur de la tension. C'est que la transition énergétique, tous ces métiers qui se réorganisent vont demander, je dirais, beaucoup de main-d'œuvre. Et si cette main-d'œuvre n'est pas là, oui. Est-ce que ça va ralentir justement ces objectifs ? Ah bah oui, c'est sûr que ça va ralentir. D'autant que sur
je vais dire sur l'énergie en général. Attendez, j'y reviens. Je voulais juste insister sur la partie efficacité énergétique. Il y a aussi une grosse demande sur l'efficacité énergétique. On a parlé tout à l'heure sur la rénovation énergétique des bâtiments. Je dirais beaucoup de choses doivent être faites avec un rythme qui est quand même assez effréné. J'ai entendu parler de 500 000. Il y a même des plans qui en prévoient 700 000 jusqu'à 1 million. La filière, de temps en temps, doute sur ce rythme-là, sur notre capacité à faire, mais de toute façon, un des facteurs clés, pour répondre à votre question, un des facteurs clés, c'est quand même qu'on ait des bras pour le faire. C'est loin d'être facile. Et ça peut être un facteur limitant. Il y a aussi une concurrence, je dirais, le monde de l'énergie, le nucléaire a besoin, avec la relance du programme électronucléaire, c'est aussi un besoin d'emploi de l'ordre de 100 000 emplois. Avec quasiment, enfin on entend parler, j'ai plus les chiffres en tête, mais un nombre d'ingénieurs assez important. Donc oui, la tension sur l'emploi, elle va clairement exister. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde de l'énergie a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et de motiver évidemment de plus en plus, quoi. C'est entendu, c'est même enregistré. J'en profite, comme ça, effectivement, ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pourront bien écouter ce message. Voilà, alors après, on a donc vous avez des zooms, là, je vous les montre rapidement, mais vous avez des zooms dans chaque secteur. Donc là, vous avez un zoom sur la filière biométhane, avec donc des formations spécifiques qu'on a recensées, parce que c'est une filière qui est en forte augmentation, et donc là, effectivement, il y a des formations qui ont été créées, donc c'est aussi important. La démarche, elle a été faite pour en parler, de ces formations et puis du fait que je dirais, les méthaniseurs commencent à sortir de serre et commencent à se voir. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, hein, quand on parle de gaz renouvelable et de biométhane, les jeunes commencent à plus venir que quand juste on parle de gaz. Et puis c'est vrai que quand on parle d'hydrogène, de temps en temps, ça les fait rêver, quoi. Bon, ça faisait rêver les élus aussi, hein, il y a quelque temps, et ça les fait encore rêver à juste titre. Mais voilà, il y a aussi des mots-clés qui sont importants. Même si j'ai compris qu'il ne fallait pas trop parler. Mais enfin voilà, on en parle quand même. Un point, donc après la deuxième étape a consisté, donc on avait l'emploi et les compétences, a consisté à se dire il faudrait qu'on ait un outil assez simple. Et donc vous avez ici l'illustration d'une page web, il suffit de taper emploi et compétences compétences énergie sur Google et vous trouvez dessus, sinon vous m'appelez et je vous donne le lien. Donc c'est en fait un site internet qui a été fait et qui est, je dirais, relativement interactif. Donc là, sur cet écran, à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, vous pouvez avoir les métiers qui correspondent. Le méthaniseur, vous avez un petit méthaniseur en haut, la station de stockage de gaz, la station de GNV, la chaufferie, la maintenance des chaudières, etc. Donc tous ces métiers-là sont expliqués. Ce portail donne aussi l'ensemble des emplois qui existent, et avec quelque chose qui est beaucoup plus difficile, et pour être franc, ça marche moins bien, il faut encore optimiser les choses, c'est de mettre en adéquation, c'est un des objectifs, hein, je dirais les offres d'emploi et puis les offres de gens qui cherchent de l'emploi et des compétences, sachant que le portail ne traite pas que de la formation, mais bien de l'emploi, c'est-à-dire que c'est aussi de la reconversion professionnelle, et donc des gens qui cherchent, qui ont déjà des compétences, qui ont déjà un emploi, mais qui cherchent à évoluer. Donc on n'est pas que dans le domaine de la formation et des jeunes, quoi. Alors, on a effectivement communiqué sur la dernière newsletter de la revue CVC News, sur ce site. Il est très très bien fait. Je vous invite vraiment à y aller parce qu'il est extrêmement ludique. Oui. Et j'invite aussi tous les enseignants à se servir de ce site parce qu'il démystifie tous les métiers autour du génie climatique, du bâtiment plus largement. Oui. Et c'est vrai qu'il est bien fait. Alors visuellement, ça c'est juste un visuel, mais vous arrivez assez vite aussi sur les descriptions des différents emplois tout à l'heure dont je parlais. En fait, c'est des fiches assez détaillées qui expliquent bien ce qui se passe sur l'emploi. Alors, on n'a peut-être pas les bons mots et on est évidemment preneur de les améliorer si les bons mots sont pas complètement trouvés. Donc là, c'est en gros la même chose. Enfin, les fonctionnalités de ce portail que vous avez là. Ce que je vous disais, mieux connaître la filière, ça c'est sûr. Si vous voulez trouver un emploi, ça donne des idées.
différents types, découvrir ce que fait la filière, des expériences professionnelles. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et puis le troisième, je dirais, volet de toute cette démarche EDHEC, c'était des actions concrètes ou des actions qui illustrent finalement, une fois qu'on a on connaît les emplois et puis on a fait cette adéquation entre emploi et puis les gens qui en cherchent. C'est voilà, quelques exemples concrets. Donc si je prends le premier, ça s'appelait la route du gaz. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait découvrir les métiers du gaz à une dizaine d'alternants et de gens qui étaient enfin là pour le coup c'était des jeunes, mais qui avaient une petite appétence et une petite connaissance sur le domaine et qui voulaient chercher leur voie quelque part. Voilà. Et donc c'était un programme, et donc on a monté un programme où les gens allaient dans les différentes entreprises avec évidemment un peu de formation, et puis derrière des recrutements à la clé dans les entreprises qui les intéressaient. Ça a été fait en région Rhône-Alpes avec une volonté de multiplier le procédé. Je vous commande pas les autres, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Voilà. Évidemment, pour ceux qui sont présents et les membres de la ICVF, ils pourront retrouver ces différents slides et prendre un peu plus de temps pour les regarder. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre intervention. Bravo. Nous allons conclure cette première table ronde. Nous avons posé quelques questions. On vous réserve les questions plutôt dans la deuxième partie. Donc on va vous remercier et vous applaudir pour votre intervention. Attention, le chef... Je crois qu'il y a une phase de dialogue avec la salle. Ah, c'est parce que tu es venu me voir en me disant on est un peu en retard. C'est bon ça, mais bon, on peut dialoguer avec la salle alors du coup. Très bien. Alors, y a-t-il des questions et j'en vois... Je vois une main qui se lève, je vais vous donner mon micro. Je trouve que c'est très franco-français. Est-ce qu'il y a des échanges avec des étudiants étrangers ? Qui va oser répondre? If you speak English. Alors, c'est effectivement une question que je voulais évoquer. Oui. Alors, Monsieur Flamand, je crois qu'il... On a effectivement des échanges avec des universités étrangères, mais par rapport à ces problématiques d'attractivité, je ne peux pas vous donner d'éléments particuliers. Donc, j'ai simplement en tête une évolution d'une formation en énergétique à l'université d'Offenbourg, donc à proximité de Strasbourg. Et cette formation, en fait, a été fermée pendant quelques années parce qu'en fait, il n'y avait pas de candidats. Donc, ils ont dû refondre complètement leur programme pour réouvrir. Et donc, voyez, donc il y a eu quand même, les exemples que je peux vous donner là, ont montré qu'il y avait quand même, dans certaines situations, des difficultés. Mais je ne peux pas vous généraliser ou voilà. Donc, sachant que la difficulté que l'on a, c'est qu'on est quand même sur une formation à l'INSA Strasbourg assez spécifique, qu'on a du mal à retrouver un peu l'équivalent à l'étranger. Donc, quand nos élèves partent à l'étranger, donc ils sont obligés de partir à l'étranger pour être diplômés. Hein, donc ça c'est donc une exigence de la commission d'études d'ingénieurs. Donc ils vont dans des formations en énergétique, mais très très généralistes, souvent. Donc la partie métier génie climatique n'existe pas tellement en formation d'ingénieur à l'étranger, à ma connaissance. Francis Allard pourrait peut-être nous donner un éclairage sur cet aspect. Peut-être avec les relations avec REVA, on a des moyens d'information. Un peu la réflexion qu'on avait avec Franck, là. Donc notre fédération européenne, en novembre, on a organisé un séminaire dont un des thèmes, justement, c'était un petit peu ça. C'était quels sont les profils de formation pour l'avenir en Europe. Le constat que vous faites là, on peut le faire dans toute l'Europe, malheureusement, aujourd'hui. Hein, je ne sais pas, un manque d'attractivité de nos métiers. Et c'est un sacré handicap. C'est-à-dire que les enjeux au niveau européen, notamment sur la réhabilitation, la Renovation Wave, la vague de réhabilitation en Europe, le premier problème identifié, c'est qu'on n'a pas en Europe les mains et les cerveaux pour la faire.
Aujourd'hui, c'est le premier point identifié dans la difficulté de mettre en œuvre justement ce grand projet européen de rénovation de stock. Donc, on parlait d'attractivité, mais on va peut-être laisser s'exprimer nos collègues tout à l'heure au niveau de l'attractivité aussi pour les femmes. Hein. Moi, j'étais étudiant à l'INSA, il y avait 25% d'étudiantes dans la promo à peu près. Tout à l'heure, tu parlais de 14% simplement de filles. Donc il y a aussi ce problème-là. Je ne sais pas, on va en discuter après. Hein, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Ah bon, non, j'ai rien dit. Oui, mais j'ai l'impression que c'est une exception. Hein. Enfin, bon, moi, je rencontre pas mal de collègues qui enseignent aussi dans les masters. Ils ont les mêmes problèmes de recrutement dans les masters d'ingénierie, du bâtiment, etc. Donc, alors, ce que je me disais tout à l'heure, c'est il y a quelques instants, on parlait des problèmes d'attractivité de la ICVF, de nos métiers. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, la pierre d'achoppement? C'est-à-dire qu'on n'est pas peut-être capable, ou on n'a pas les bons outils pour faire reconnaître, finalement, disons, l'intérêt, au sens global du terme, d'investir dans notre domaine, quoi. Et d'investir personnellement, hein, c'est de s'engager. Et bon, on pourra en reparler tout à l'heure, mais j'ai l'impression que finalement, ce que j'entends là, bon, que j'imaginais un peu quand même, hein, parce que je me connais bien, se recoupe avec le constat qu'on peut faire, nous, d'un point de vue aussi de l'activité, j'allais dire, dans notre domaine et de l'attractivité. Voilà. Mais on reviendra peut-être à la fin. Très bien, merci Francis. Un petit mot aussi sur la notion on va dire ce qui se passe en dehors des frontières. Ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui viennent d'Afrique du Nord, notamment du Maroc, qui viennent travailler aussi en France et qui arrivent avec des très bons diplômes. Et on sent aussi les entreprises qui étaient jusqu'à il n'y a pas bien longtemps assez fermées à cette approche et qui sont plutôt aujourd'hui très ouvertes à intégrer ces jeunes étrangers pour répondre aux besoins. Christian, on me fait aussi appel que le timing malheureusement tourne. Oui. Il va falloir que l'on devoir clore cette première session en remerciant une nouvelle fois, en les applaudissant, les intervenants de cette première session.